Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler, la danse des 100 têtes. Jean-Baptiste s'éveilla dans une mansarde. Il y avait passé la nuit avec une femme mutique mais entreprenante. Il releva son buste et se frappa la tête au plafond. Il se releva entièrement en se grattant le crâne et atteignit l'échelle au bord de la mansarde. Irène était en train de manger des cornflakes à la table de la cuisine. « Salut Irène !» Irène lui répondit par un bras d'honneur. « Oh !» fit Jean-Baptiste. Il manqua une des marches de l'échelle et s'empala la tête sur une sculpture en forme de pic posée sur une commode en bas de l'échelle. Si on ne le connaissait pas, on pouvait croire qu'il s'était endormi de manière inconfortable, la tête renversée en arrière sur une commode, le haut du corps longeant celle-ci et les jambes entravant le couloir. Du fond de ce couloir, Jacques, le frère d'Irène, sortit de sa chambre dans sa chaise roulante électrique. Jacques avait subi le même accident que Jean-Baptiste des années auparavant. À son grand bonheur, il n'y avait pas encore de sculpture à l'époque sur cette commode. Seule la moelle épinière avait été touchée. C'est lui-même d'ailleurs qui avait cloué cette grande tour Eiffel sur la commode après son accident. Il avait un peu poncé les derniers étages un soir de solitude, fatigué d'entendre les gémissements de sa sœur nymphomane. Il espérait secrètement qu'un de ses amants tombe et vienne un jour s'y échouer. Ce jour était arrivé. Il contempla son œuvre. Il se dit que si on ne le connaissait pas, on pouvait croire que cet homme s'était endormi de manière inconfortable. Il entendit les crissements de cornflakes dans la bouche de sa sœur et eut envie de partager un repas avec elle. Il avança jusqu'au corps inerte, essaya de le pousser en mettant la pleine puissance sur sa chaise, rien n'y faisait. La chaise butait sur le corps sans pouvoir le déplacer. Ceci ne faisait pas partie de son plan. Il regarda sa sœur, son visage était planté dans son bol et il n'y avait aucun espoir. Il essaya de prendre de l'élan, cela ne changea rien. Il repartit dans sa chambre et en ressortit avec une hache dans les mains. Il avança jusqu'à Jean-Baptiste et lui trancha la tête. Il put enfin passer son chemin. Il rejoignit sa sœur à la table de la cuisine. Irène lui passa les cornflakes et il s'en servit un bol. Par habitude, Irène versa une lichette de lait dans le bol de son frère. Ils étaient en train de manger des cornflakes lorsqu'à leur grande surprise, le corps de Jean-Baptiste s'agita comme une poule, prit ses jambes à son cou et sauta par la fenêtre de la cuisine. Le décapité se retrouva dans la rue. Un monde nouveau de perception s'offrait à lui. On dit des manchots qu'ils cherchent à se gratter le bras manquant. Le principe est similaire pour les décapités. Jean-Baptiste chercha donc à se gratter la tête. Elle n'était plus là, mais peu importe. Il fallait dénoncer, trouver un moyen de confondre l'assassin. La première difficulté, lorsqu'on n'a plus de tête, est de s'exprimer. Peu de gens savent interpréter la danse des 100 têtes et son lexique. Charles Lipovski le pouvait, et ça, Jean-Baptiste le savait. Avant de devenir détective privé, pour pouvoir ainsi jouir de plus de temps libre pour recevoir ses amants dans son cabinet après un mariage de raison, Charles Lipovski avait fait des études d'anthropologie. Il était parti vivre au milieu des Indiens découpeurs de têtes pendant plusieurs années et se vantait, depuis son retour, de maîtriser le langage de la danse des 100 têtes. Charles Lipovski était dans son cabinet. Il venait de faire l'amour avec Claude et tous deux étaient en train de se rhabiller. Charles sortit un petit échantillon de parfum de sa poche et s'en aspergea le poignet. Il enfila ensuite ses chaussettes, il prit une chaussure, son pied droit le gratta, il déposa sa chaussure sur ses genoux et se gratta le pied. « Sentez-moi ça, Claude. » Claude se pencha pour renifler la chaussure posée sur les genoux. « Non, pas ça, ça !» Charles lui fit sentir son poignet. « Ça vous plaît ?»« Beaucoup. C'était gratuit à la pharmacie. » Jean-Baptiste pénétra en furie dans le cabinet. Il se plaça au milieu de la pièce et agita ses jambes dans tous les sens en faisant crisser ses pieds sur le parquet. Charles rassura Claude et alla s'asseoir derrière son bureau. « Bon, calmez-vous et parlez-moi tranquillement. » Jean-Baptiste exécuta des pas extrêmement rapides d'avant en arrière, puis forma des petits cercles avec ses jambes. « Figurez-vous, Claude, de ce qu'il dit. Je vous le dis dans le texte. C'est un handicapé qui m'a coupé la tête. Enculé. C'était où ?» Le décapité s'agita de plus belle. « Ah, chez Irène. Claude, vous voulez bien voir s'il a un porte-monnaie dans une poche ?» Claude fouilla les poches de Jean-Baptiste, trouva un porte-monnaie et le tendit à Charles. « Ça fait des bulles, dit Claude.
Charles sortit une pièce d'identité du porte-monnaie et scruta longuement la photo qui y figurait. Il leva la tête vers Jean-Baptiste. « On appelle ça un mal pour un bien. » Jean-Baptiste donna un coup de pied dans le vide. « Cessez de faire le joli cœur. Prenez un peu de recul, je vous prie. Vous n'étiez pas une beauté grecque. Claude, vous voulez bien lui mettre votre chapeau? Nous sortons. » « Vous êtes sûr? Puisque je vous le dis. » Jacques retira la tête de Jean-Baptiste de son pal et alla vers la poubelle. Il souleva le couvercle. La poubelle était pleine. Il mit la tête sur le tas de détritus et frappa dessus avec le couvercle pour tasser le tout. Sa sœur mangeait toujours des cornflakes. On frappa à la porte. Jacques alla ouvrir et découvrit les 3 complices. Jean-Baptiste s'engouffra dans l'appartement, se précipita vers Irène et dansa en face d'elle. Il vous dit bonjour et précise qu'il a passé une nuit inoubliable, dit Charles. Jean-Baptiste tournait à présent sur lui-même en faisant des mouvements subtils avec les bras. Il pense être amoureux et voudrait plus que tout au monde vous rendre heureuse. Irène répondit par un bras d'honneur général. Jacques, qui n'avait pas l'habitude de recevoir des visites autres que les amants de sa sœur, prit la parole. « J'aimerais pouvoir recommencer ma vie et faire tout différemment. J'aurais souhaité ne pas naître dans une famille où, génération après génération, nous nous sommes quasiment tous brisés les vertèbres sur une commode. À ce propos, Jean-Baptiste, sache que je te considère comme un frère et je t'encourage vivement à poursuivre ton jeu de séduction envers ma sœur. J'aurais souhaité être fils unique dans une famille aimante. J'aurais voulu subir une opération de chirurgie esthétique. J'aurais voulu être chanteur pour séduire les femmes. J'aurais aimé jouer au tennis avec ma mère. J'aurais aimé avoir osé danser avec vous, Jacqueline. J'aurais voulu ne pas feindre le sommeil lorsque mon père appelait au secours. Je n'aurais pas dû mettre le feu à votre maison, Jacqueline. J'aurais voulu ne pas être quelqu'un d'envieux. J'aurais voulu avoir moins de boutons sur le visage durant mon adolescence. Je n'aurais pas dû retirer la chaise au moment où tu voulais t'asseoir, Francis. Je n'aurais pas dû clouer cette tour Eiffel sur cette commode, ni la poncer un soir d'amertume. Je n'aurais pas dû trafiquer les freins de ta voiture, Irène. Tu parles beaucoup moins depuis. J'aurais voulu être plus philosophe lorsque cette fillette m'avait marché sur le pied. J'aimerais être quelqu'un d'autre. Il n'est jamais trop tard, dit timidement Claude. Jean-Baptiste était étonnamment calme, il semblait triste. Il avait les épaules rentrées et se tenait voûté. Il monta ses avant-bras et fit des signes lents avec ses doigts. Charles Lipovski se mit à la traduction. Cette confession m'a totalement déprimé. Je me sens inutile. J'apprécie énormément, Jacques, que tu me considères comme ton frère. Irène, je me rends bien compte que je te propose un amour impossible. Merci, Charles, de m'avoir tenu la main. Il est temps pour moi de partir. Jean-Baptiste baissa les bras. Tous l'observèrent. Il marcha lentement jusqu'au mur du salon et sembla l'observer un court instant. Il plaça ses mains au sol et fit une pièce droite contre le mur. Ses organes sortirent lentement de lui-même, un par un, comme un très long vomissement. Ils le regardèrent tous faire. Ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de dégueulasse, mais c'était exceptionnel.